Bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce Tech Series consacré aux nouveautés de l'Update 11. Donc Update 11, dernier update trimestriel, paru fin septembre, donc il y a 3 semaines jour pour jour. Alors c'est un update important pour MicroStrategy parce qu'il marque l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'AI, l'intelligence artificielle générative dans le produit. Les développements ont commencé en début d'année, en début d'année 2023, et notre R&D a été assez rapide puisque 9 mois plus tard, donc fin septembre, il nous propose un produit assez abouti, comme vous allez le voir prochainement, même s'il sera bien entendu amené à être modifié dans les mois et dans les trimestres à venir. La partie BI, que vous connaissez bien, donc les fonctionnalités cœur de la plateforme n'ont pas été oubliées non plus, puisque, comme vous allez le voir, l'Update 11 inclut aussi beaucoup de nouvelles fonctionnalités sur cette partie-là. On verra ça en deuxième partie de présentation. Donc je vous propose de commencer sur la partie phare de cet Update 11, l'intégration de l'IA générative dans la plateforme. Alors pourquoi est-ce que MicroStrategy a inséré de l'IA dans son outil? C'est pas juste pour faire comme les autres. La BI, on connaît depuis longtemps, on connaît depuis une trentaine d'années, on sait que c'est précis. C'est fait pour être précis. Les règles de gestion sont définies à l'avance, les requêtes sont validées, on fait des phases de recettes, on fait des tests de non-régression lorsqu'on change quelque chose dans l'environnement. On sait parfaitement ce qu'on va obtenir. En revanche, la BI, ce n'est pas spécialement intelligent, dans le sens où ça ne peut pas produire autre chose que ce pourquoi ça a été prévu. L'IA est intelligente. L'IA peut comprendre le langage, les questions en différentes langues, en anglais, en français, en allemand. L'IA peut produire un contenu novateur, peut produire quelque chose qui n'avait pas été pensé à l'avance. Le problème de l'IA, et si vous avez testé déjà ChatGPT ou Bard chez Google, c'est que ce n'est pas très précis. L'IA a toujours tendance à répondre quelque chose, même si ce n'est pas forcément ce que vous attendiez. Les moteurs d'IA qui s'appuient sur des LLM, sur des Large Language Models, ne savent rien de façon intrinsèque. Ils sont simplement programmés pour produire du texte, un texte pertinent par rapport à votre demande. Et donc, l'ambition de MicroStrategy, c'est de proposer de l'IA aux utilisateurs pour pouvoir interroger les données, mais soumis aux règles de la BI, soumis aux règles de sécurité, aux règles de gestion, à la gouvernance qui existent depuis des années dans les plateformes BI. Donc, c'est de mélanger d'avoir le meilleur des deux mondes. Et alors, notre valeur ajoutée, c'est ça. Notre proposition de valeur, c'est ça. C'est proposer de l'IA pour tous les utilisateurs, mais avec la fiabilité qu'on connaît dans la business intelligence. Donc là, ce que vous avez sur ce slide, dans la partie basse, ce sont les sources de données, donc tout ce que vous connaissez dans MicroStrategy, les connecteurs, la gestion de la sécurité, la couche sémantique qui centralise les définitions métiers. Dans la partie haute, vous avez la distribution aux utilisateurs, sous forme de rapports, sous forme de dashboard, sous forme d'applications mobiles, sous forme d'hypercard. Donc tout ça, vous connaissez très bien. Ce qui a changé, c'est l'ajout au niveau du serveur de cette partie IA, donc, qui s'intègre avec les LLM, enfin pour le moment avec le LLM, puisque dans la version actuelle, dans l'update 11, le LLM utilisé, c'est Azure OpenAI en mode privé. D'autres LLM pourront éventuellement venir s'ajouter par la suite en fonction de ce que Google peut proposer, par exemple, dans des itérations futures. Donc, intégration avec Azure OpenAI, plus un travail de ce qu'on appelle du prompt engineering, c'est-à-dire faire en sorte que l'instruction qu'on envoie au LLM, à partir de la demande utilisateur, est compréhensible et peut produire en retour une réponse compréhensible aussi. Donc, il y a eu un gros travail de la part de notre R&D pour arriver à calibrer le prompt, donc l'instruction qui est envoyée au LLM. Et enfin, en plus de tout ça, du code Python qui est aussi inclus dans la plateforme pour l'exécution de machine learning pour certaines visualisations. Alors tout ça ne fonctionne qu'en mode MicroStrategy Cloud. Les fonctions IA étant naturellement proposées en cloud, ces fonctions d'IA ne sont pas compatibles avec la version on-premise, uniquement en mode MicroStrategy Cloud. Et donc tout cela a donné lieu à l'ajout de 3 grandes fonctionnalités d'IA dans l'outil en Update 11. Tout d'abord, ce qu'on pourrait appeler le produit phare, Auto Q&A, c'est un chatbot. Donc, il est destiné aux utilisateurs métiers qui vont pouvoir interroger les données d'un dataset ou de plusieurs datasets en langage naturel. Deuxième fonction d'IA, Auto Dashboard,
qui a pour objectif d'assister les créateurs de dossiers, les créateurs de portfolios, dans leur travail de construction. Donc, Auto-Dashboard crée de façon automatisée une page de dashboard à partir d'une demande en langage naturel. Et troisième fonction d'IA, plutôt destinée aux architectes, aux data engineers, c'est le module AutoSQL qui, lui, va produire automatiquement une requête SQL à partir, là aussi, d'une demande en langage naturel. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Commençons par le premier, le Auto Q&A. On se trouve dans l'interface librairie, que vous connaissez bien. Et je vais ouvrir un portfolio. Donc là, c'est un portfolio qui est orienté gestion d'un centre d'appel. Donc on a de l'information sur des indices de satisfaction, on a des temps d'attente. Et vous le voyez dans la partie en haut à droite, un nouveau bouton fait son apparition dans l'interface librairie, donc dans l'interface dossier de librairie. C'est le chatbot. Donc quand vous cliquez dessus, il vous demande posez-moi une question et de façon proactive, il va vous proposer une série de questions qui sont relatives au jeu de données qui est derrière ce portfolio. Donc là, le portfolio est en anglais, donc les questions qu'il me propose sont en anglais aussi. Alors on peut par exemple en sélectionner une, la première. Quel est le top 5 des clients sur un critère de durée d'appel? Donc lorsque vous sollicitez la question, il y a tout un travail de relation entre le serveur MicroStrategy et le LLM, on en parlera un petit peu plus tard, pour interpréter la question et produire la réponse. Donc là, la réponse est retournée en format texte, avec un texte explicatif. Le top 5 des clients sur un critère de durée de call, c'est Polonair avec 103 minutes, c'est Pandarkusen avec 95 minutes, etc. Plus un petit graphique qui appuie l'explication. Le visuel qui est produit ici fait partie de la galerie des visuels traditionnels que vous avez dans MicroStrategy. En plus de produire le résultat, le chatbot apporte un commentaire. Il est intéressant de noter qu'il y a relativement peu de différence dans la durée des appels pour ce top 5 de clients. Pour avoir un petit peu plus de visibilité sur la réponse, vous pouvez écarter le visuel et donc vous retrouvez le même texte et le graphique avec la fenêtre pop-up qui vous permet d'avoir l'information en infobulle. Alors on peut aussi bien sûr poser une question qui n'a pas été proactivement déterminée. On peut par exemple lui demander, en français cette fois-ci, quels sont les principaux facteurs influençant le average customer satisfaction, qui apparaît en gras, comme vous le voyez, puisque là, il s'agit du nom d'une mesure que j'ai appelée dans ma question. Donc là, c'est une question beaucoup plus haut niveau, hein. Les facteurs qui influencent un indicateur de satisfaction client. Donc le chatbot me retourne une réponse. C'est le service Internet qui a le plus grand impact sur l'augmentation de la satisfaction moyenne des clients. Il augmente la moyenne générale de 8,7%. Et lorsqu'on exclut ce service, la satisfaction moyenne passe de 3,3 à 3,0. Autre facteur, l'employé Sam Matthews a également un impact significatif sur l'augmentation de la satisfaction. Si Sam Matthews n'était pas là, la satisfaction passerait de 3,3 à 3,1. En revanche, le service téléphonique a un impact négatif, etc. Donc, il y a une explication relativement étoffée sur les facteurs qui expliquent le niveau de satisfaction. Et ce texte s'accompagne d'une nouvelle visualisation, une visualisation en papillon, où vous avez à droite les facteurs qui contribuent le plus à l'augmentation de cette satisfaction client. Donc, on voit que le service Internet contribue à hauteur de plus 8,7%. Et dans la partie gauche, les facteurs qui contribuent négativement. Donc, on voit que le service téléphonique, par exemple, a une contribution négative à cet indicateur de satisfaction. Donc, la visualisation fait aussi partie de la galerie, de la galerie des nouvelles visualisations d'Update 11. Elle est utilisée ici comme facteur explicatif de l'indicateur de satisfaction qui a évolué positivement ou négativement. Voyons un autre exemple. On est cette fois dans le cas d'une application bancaire. Je vais ouvrir ce portfolio qui fait partie de la bibliothèque de démonstration qui est disponible en accès libre. Donc, c'est un dossier tout à fait classique. Je vais ouvrir à nouveau la fenêtre de chatbot pour poser une question qui peut-être ne figure pas dans ce que le concepteur a créé pour moi. J'ai peut-être besoin d'une donnée qui fait partie du dataset sous-jacent, mais qui n'est pas représentée, qui n'est pas illustrée sur cet écran. Et donc, je vais lui poser la question, en français à nouveau.
quelle est la tendance et là je vais chercher l'indicateur branch visit, les visites en agence, quelle est la tendance des branch visits sur l'historique de données qui fait partie, qui est dans le dataset sous-jacent. Donc, comme le chatbot comprend le mot tendance, eh bien, il va me proposer une régression linéaire. Donc là aussi, on peut écarter le graphique, où il note que la tendance des visites en agence, donc il l'a traduit en français, est en hausse de 66,65% sur l'historique de données qui est dans le dataset sous-jacent. J'aurais pu aussi, bien entendu, dans ma demande, lui préciser un périmètre temporel plus court. Et donc, ma tendance est affichée ici, avec des informations sur le coefficient, sur le R2, qui permet d'approximer l'évolution. Nouvelle question, quelle est cette fois non pas la tendance, mais la prévision du revenu par trimestre. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure de la saisie, il y a un système d'autocomplétion. Plutôt que de taper le nom de l'attribut, le nom de la mesure, vous pouvez utiliser ce qui est dynamiquement proposé dans l'interface. Donc là, on lui demande une prévision, et donc il va utiliser un modèle Python, un modèle prédictif, où il va pouvoir anticiper un futur. Donc là, on est sur quelque chose de relativement stable avec peu d'évolution. Donc la prévision future, vous voyez, elle est matérialisée par la partie bleue. On a un arrêt des données sur le Q4 2023, donc l'historique c'est le noir, le futur c'est le bleu. Et donc l'algorithme de prévision nous fournit des prédictions pour le premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre 2024, avec en bleu clair l'intervalle de confiance. Donc là encore, cette visualisation, la prévision, de même que la tendance, elle est illustrée ici dans le chatbot, mais elle est aussi utilisable comme une visualisation à part entière depuis la galerie générale. Alors, comment est-ce que ça fonctionne tout ça? Alors ça, c'est important de le comprendre. Dans beaucoup d'outils qui proposent de l'IA générative, donc c'est la partie gauche, l'utilisateur fait une demande, la demande est associée à des données, la demande et les données sont envoyées au LLM, sont envoyées à l'outil d'IA générative, qui fait son travail de réponse et qui produit le résultat. Côté MicroStrategy, c'est plus sophistiqué que ça. Il y a en fait un échange en plusieurs étapes, en plusieurs phases, entre le serveur MicroStrategy et le LLM. Lorsque l'utilisateur pose une question, quel est le revenu pour mes 5 meilleurs produits? La question s'appuie sur des objets. Que vous ayez un jeu de données basé sur une couche sémantique ou uniquement basé sur un import, il y a une mini-couche sémantique qui a été créée. Donc, il y a la connaissance des attributs et des mesures dans la question. Et ce qui est passé au LLM, ce ne sont pas les données. C'est la question en texte qui a été formulée par l'utilisateur, plus les objets du jeu de données sous-jacent. Donc, tout ça est converti en un prompt. Donc là, il y a la valeur ajoutée de MicroStrategy qui produit un prompt qui est envoyé au LLM, et ce que l'outil produit en retour, ce n'est pas la réponse. Il produit la requête. C'est la requête qui est retournée à MicroStrategy, qui est exécutée sur l'Intelligence Server, et qui donc s'appuie sur tous les contrôles de sécurité que l'on connaît, sur les ACL, sur les filtres de sécurité, sur tout ce qui constitue la sécurité MicroStrategy habituelle. Une fois que la requête est retournée, ce n'est pas fini, puisque ce n'est pas un tableau que l'on souhaite produire à l'utilisateur, c'est une explication texte avec un visuel. Et donc, il y a un deuxième passage avec le LLM auquel on va lui envoyer uniquement les résultats nécessaires et qui va produire en retour la réponse finale avec le texte et avec le visuel. Donc, il y a un travail collaboratif en plusieurs étapes, ce qui explique aussi la latence que vous avez constatée entre le serveur MicroStrategy et l'outil d'IA générative. Donc, en l'occurrence, Azure OpenAI, au moins en Update 11. Donc, vous l'avez noté, les visualisations comme la tendance, comme les prévisions, comme la décomposition en facteurs qui sont utilisées dans les questions que l'on pose au chatbot sont aussi disponibles dans la galerie traditionnelle des visualisations lorsque vous êtes en environnement MicroStrategy Cloud. Alors, une petite FAQ sur ce auto Q&A. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Eh bien, on peut lui poser des questions à plusieurs conditions. Quel est le revenu pour telle agence, sur telle période et sur tel produit? Donc, on peut mélanger plusieurs notions de filtres dans la question. On peut poser des questions avec des calculs, un ratio, une différence. On peut lui poser une question avec des rangs, un top ou un flop.
On l'a vu, on peut lui poser des questions avec des tendances, avec des projections. On peut utiliser différentes langues. Si vous lui posez la question en français, il devrait vous répondre en français. Quelles sont les questions qui ne peuvent pas être posées? Eh bien, c'est par exemple tout ce qui est hors du périmètre data. Si vous demandez au chatbot quelle est la part de marché de MicroStrategy sur la BI, vous n'aurez pas de réponse, à moins que vous ayez cette information dans votre data mart. Mais sinon, vous n'aurez pas de réponse. Ce n'est pas ChatGPT et MicroStrategy qui va répondre systématiquement. Donc, vous aurez une absence de réponse. Ou bien, toute question qui sort de l'interaction classique du question-réponse. Si vous lui demandez « écris un mail au directeur de pôle qui indique les régions les moins performantes et les actions à prendre », là non plus, le chatbot vous dira qu'il ne peut pas répondre à cette question. Comment augmenter la précision et la pertinence de la réponse? Alors tout d'abord, si possible, utilisez l'autocomplétion. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais si vous l'utilisez, ça veut dire que le mapping entre la question et les objets est fait de façon rigoureuse et stricte. Si vous ne le faites pas, c'est le chatbot qui va lui-même essayer de faire le mapping. Deuxième indication, à une demande correspond une question. Ne mélangez pas plusieurs questions dans la même demande, sinon vous risquez d'obtenir quelque chose de non utilisable. Vous pouvez procéder de façon itérative. Comme dans le chat GPT, il y a une mémorisation du contexte. Donc vous pouvez commencer par une question simple et ensuite partir du résultat pour aller plus loin dans le détail. Vous n'avez pas besoin de rappeler tout le contexte depuis le début. Vous pouvez aussi, pour augmenter la pertinence, cliquer sur une visualisation qui est déjà dans le portfolio, dans le dossier, avant de poser la question. Et ça orientera le chatbot sur les données de cette visualisation. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est une possibilité. Si votre dossier contient plusieurs datasets, ça rend la chose un peu plus compliquée, donc il faut éviter dans la mesure du possible l'ambiguïté sur le nommage des objets. Ne pas avoir par exemple une mesure qui a le même nom, alors qu'elle signifie des choses différentes, sur le dataset 1 et sur le dataset 2. Et enfin, éviter les caractères spéciaux dans les noms d'objets. Donc des underscores, des étoiles, tout ça peut donner lieu à une mauvaise interprétation. Est-ce qu'il y a des limites à connaître? Alors oui, quelques limites. On est limité à 1000 caractères dans la demande, ce qui devrait être suffisant dans la plupart des cas. Et tous les objets de type regroupement, donc les consolidations, les custom groups, les éléments dérivés, ne seront pas reconnus, ne sont pas supportés dans l'interaction avec le chatbot. Quand le contexte des demandes est-il supprimé de la mémoire? Eh bien, quand vous changez de page, du portfolio, vous repartez de zéro, ou bien quand vous fermez le dossier, ou bien si l'utilisateur lui-même demande de purger l'historique pour repartir de zéro, et dans tous les cas, à la fin de la session. Donc il n'y a pas de rémanence, il n'y a pas de conservation de l'historique au-delà de l'activité sur une page particulière d'un dossier. Comment active-t-on le chatbot? Eh bien, vous l'activez par un privilège utilisateur. Il y a maintenant un nouveau privilège qui apparaît dans le rôle de sécurité. Et vous pouvez aussi l'activer ou le désactiver au niveau du dossier. Donc, soit par défaut, tous les dossiers sont chatbot activé et vous pouvez le limiter sur certains dossiers, ou alors inversement, vous l'interdisez sur tous les dossiers et vous ne l'activez que pour certains d'entre eux. Et enfin, est-ce que c'est une licence? Alors non, c'est pas vraiment une licence, c'est tarifé, mais c'est tarifé à la consommation. C'est en fait le seul module MicroStrategy, en tout cas jusqu'ici, qui sera tarifé à la consommation. Il n'y a pas de forfait particulier, il n'y a pas un coût d'intégration avec le LLM à payer. C'est simple, à chaque question correspond un crédit. Donc vous achetez un stock de crédit, un pack de crédit, et chaque question débite d'une unité le crédit que vous avez acquis. Donc voilà pour cet outil, le premier outil, Auto Q&A. Passons maintenant au deuxième outil d'IA, l'outil Auto Dashboard, qui est lui donc plutôt destiné aux créateurs de portfolio. Donc là, je suis à nouveau dans mon interface portfolio, mon interface dossier, et je suis, comme vous le voyez, devant une page vierge, mais j'ai déjà un dataset qui s'appuie sur plusieurs tables, qui a déjà été intégré dans l'interface avec des attributs et des mesures. Et j'ai à nouveau mon chatbot qui est actif en haut à droite, donc comme tout à l'heure, mais cette fois en mode édition. Lorsque je l'active, eh bien, il me propose de façon proactive des questions pertinentes par rapport au jeu de données. Donc, il analyse les attributs, il analyse les mesures. Donc là, on est toujours dans une application où l'on suit l'activité d'un centre d'appel.
Et il me propose comme question analyse de la satisfaction client, analyse de la durée moyenne des appels. Donc, par reconnaissance des indicateurs, des types de données et des attributs qui sont présents dans le dataset sous-jacent. Donc, on va par exemple cliquer sur cette question, analyse de la satisfaction client. Donc, il va y avoir un petit temps de construction. Le chatbot, l'outil d'IA intégré dans l'interface dossier, est en train de me prépositionner toute une série de visualisations sur ma page. Donc, je lui ai demandé de m'analyser la satisfaction client. Donc, l'indicateur principal, bien entendu, c'est la satisfaction client qui est répartie selon différents attributs, avec différents types de visualisation, avec des indicateurs agrégés. Donc, c'est assez pratique d'avoir cette fonctionnalité, même si ce n'était peut-être pas exactement ça qu'on souhaitait a priori. Donc là, le travail du créateur, ce n'est plus de partir d'une feuille blanche et de commencer à créer ces visuels un par un, c'est de partir de quelque chose de déjà existant. Le chatbot a déjà fait une partie du travail. Il y a peut-être là l'équivalent de 15 ou 20 minutes de travail qui a été réalisé en quelques secondes. Donc le travail du créateur, c'est plutôt d'ajuster, d'aménager, peut-être d'ajouter un autre graphique ou de supprimer un des graphiques qui étaient proposés ou de synchroniser d'autres graphiques entre eux ou peut-être de changer la mise en forme. Donc c'est une ébauche, ce n'est pas forcément le produit fini, c'est une ébauche de laquelle on part pour ensuite faire des ajustements. On va ouvrir une nouvelle page vierge. On va ressolliciter le chatbot et cette fois, on va lui poser une question en direct. On ne va pas utiliser une réponse préconstruite. On va lui demander, en français cette fois, crée-moi une page qui explique la performance des employés. Donc, une question assez haut niveau, assez générique. L'attribut employé est présent dans le dataset. Et donc, le chatbot va me proposer différents types d'analyses où l'on analyse la performance des employés, eh bien, par rating, par temps moyen d'attente, par durée moyenne, donc toute une série d'indicateurs avec l'attribut employé qui est utilisé dans la plupart des visualisations. Pardon. Autre cas d'usage, je suis toujours dans mon interface librairie, je m'apprête à créer un nouveau portfolio, donc j'utilise la fonction de création dans librairie. Je vais chercher un nouveau dataset, un dataset qui a été certifié, et je vais m'appuyer sur des données de Météo France. C'est des données qui ont été récupérées en open data du site Météo France. Je bascule dans mon interface de création de portfolio, je sollicite le dashboard, le chatbot, et je lui demande analyse l'évolution des températures maximales par région, par station, et dans le temps, inclut une carte. Donc on est dans quelque chose d'un petit peu plus dirigé, un petit peu plus précis dans la demande. On lui a, donc la diversité des visualisations est plus importante que dans les exemples précédents. On lui a suggéré une visualisation, on lui a suggéré de la cartographie, donc il essaie de représenter les données disponibles sur une carte. Le jeu de données le permettait bien entendu. Il est donc possible d'orienter la production des visuels par une instruction sur le type de visualisation, graphique ligne, graphique courbe, graphique anneau. On peut apporter cette précision dans l'instruction. Donc là encore, petite FAQ sur cette fonction auto-dashboard. Que peut-on lui poser comme question? Eh bien, soit des demandes très haut niveau, comme dans le premier exemple, analyse des ventes, analyse de la satisfaction client, et ensuite on le laisse se débrouiller, soit des questions plus bas niveau, où on va préciser les noms des objets, où on va même peut-être lui indiquer un type de visualisation souhaité. On peut lui poser la question en différentes langues. Le titre des pages, le titre des visuels prendra en compte les préférences linguistiques de la session librairie. Comment peut-on là aussi augmenter la précision de la réponse? Alors bien sûr, nommer les objets du dataset aussi clairement que possible, ça c'est une bonne pratique que l'on peut appliquer dans tous les cas, mais c'est particulièrement important lorsqu'on utilise une intelligence artificielle générative, d'avoir un nommage le plus clair possible, et définir les relations de parenté entre attributs. Que vous soyez sur un metadata avec une couche sémantique ou même que vous soyez en mode import de données, définissez les relations père-fils en fonction de la connaissance que vous en avez. Ça augmentera la précision des visuels et des graphiques et des relations entre eux. Est-ce qu'il y a une limite à connaître? Alors oui, toujours la même, pas plus de 1000 caractères dans la demande. Et dans la mesure du possible, éviter les portfolios à plusieurs datasets. Vous pouvez tout à fait avoir un dataset qui s'appuie sur plusieurs tables ou sur plusieurs fichiers, mais
plutôt n'avoir qu'un seul dataset comme matière sous-jacente, puisque la page générée par la fonction AutoDashboard ne s'appuiera toujours que sur un seul dataset qui sera choisi dynamiquement s'il y a lieu en fonction de la demande utilisateur. Et enfin, est-ce que c'est une licence? Eh bien, toujours pas. C'est le même principe que le AutoQA que l'on a vu précédemment. Toujours pareil, à une question, un crédit débité. C'est le même pool de crédits que l'outil que l'on a vu précédemment. Il fonctionne de la même façon. Passons maintenant à la dernière fonction d'IA intégrée dans l'Update 11, l'AutoSQL, qui donc lui a pour but de faciliter le travail de création de SQL. On suppose, par exemple, qu'on est dans un cas d'usage où une personne cherche à produire une requête, mais a une connaissance approximative, pas suffisamment poussée du SQL, ou tout simplement veut se faciliter le travail en ayant un outil qui produit le SQL pour lui-même ou pour elle-même. Donc là, je suis dans l'interface Workstation, dans MicroStrategy Workstation, je me suis déjà connecté à une base de données, je me suis déjà authentifié, et j'ai mon chatbot donc, qui apparaît aussi dans Workstation, on n'est plus dans librairie cette fois-ci, qui là aussi me propose des questions hypothèses, des questions proactives. Je ne vais pas les utiliser, je vais moi-même écrire ma question, je vais lui demander donne-moi le revenu par article, par client, par magasin, par mois, en incluant le nom des articles, le nom des clients et le nom des magasins. Et donc tout ça est traduit en une requête SQL, donc qui est produite ici dans la partie droite, que vous pouvez insérer dans le requêteur et tester pour voir le résultat. Alors bien entendu, plus votre connaissance du modèle de données est précise, plus vous serez à même de vérifier la pertinence, la cohérence du SQL qui est généré. Donc, il est quand même plutôt préférable d'avoir une connaissance même approximative du modèle de données. Mais c'est quand même un gain de temps très significatif. Pour une demande comme celle-ci, pour une personne qui n'aurait pas la requête a priori, il y a peut-être 15, 20, 25 minutes de travail avant d'arriver à ce résultat. Puis vous pouvez procéder de façon itérative, c'est-à-dire vous partez de la réponse précédente et vous lui demandez ajoute aussi de l'information sur mes centres d'appel. Donc la requête va être modifiée, les jointures vont être modifiées, les tables sollicitées vont être modifiées pour inclure ici l'information sur les centres d'appel. Donc exactement comme dans le AutoQA, le premier exemple, vous pouvez procéder de façon itérative, partir d'une requête relativement simple et l'étoffer au fur et à mesure pour aboutir à quelque chose de plus complexe. Vous pouvez aussi utiliser cet outil non pas pour produire une requête SQL à partir d'une demande en français, mais pour expliquer une requête. Là, vous pouvez lui demander, la requête que tu m'as produite, est-ce que tu peux me l'expliquer? Est-ce que tu peux me la décrire? Alors là, comme on interagit en anglais, la réponse est produite en anglais. La requête calcule le revenu en sommant la quantité des produits. Donc, il y a une explication textuelle du comportement de la requête. Vous pouvez lui demander d'être plus ou moins concis, de l'exprimer dans un style plus ou moins différent. Et vous pouvez aussi utiliser cette fonction, non pas pour expliquer la requête qui vient d'être produite, mais peut-être pour expliquer une autre requête que vous aviez précédemment. Par exemple, une requête BO que vous connaissez approximativement, mais que vous ne comprenez pas très bien. Eh bien, vous pouvez lui demander « Explique-moi ce SQL-là » et vous collez la requête en question et vous demandez au chatbot donc de vous l'expliquer. Vous avez un petit temps d'attente et le chatbot donc vous produit à droite l'explication texte en anglais ici de la requête que vous avez simplement récupérée d'un autre outil ou d'une autre application. C'est un peu comme un prof de SQL qui vous accompagne dans la compréhension de votre requête. Donc voilà ce que MicroStrategy... Alors oui, là aussi une petite FAQ sur ce AutoSQL. Comment faire en sorte d'augmenter là encore la précision de la réponse, la pertinence dans la réponse. Si vous le souhaitez, vous pouvez glisser dans la fenêtre de chat les tables sur lesquelles vous voulez faire porter la requête. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez, comme on l'a vu dans l'exemple ici, ne préciser aucune table, mais si vous connaissez déjà le périmètre de table à utiliser, vous pouvez les glisser dans l'interface. Là, pour augmenter aussi la précision, vous pouvez indiquer dans la demande le nom des colonnes. Ce n'est pas obligatoire, mais plus il y a un écart important entre le mot que vous utilisez en français et le nom de la colonne, plus il sera difficile pour le chatbot de l'interpréter. Donc si les noms des colonnes sont très techniques, utilisez le nom des colonnes dans votre demande. Si le nom des colonnes est facilement interprétable, c'est moins nécessaire. Quelques recommandations d'utilisation.
vérifier fréquemment le SQL généré en le testant sur un échantillon, vérifier que les jointures sont correctes, vérifier que les colonnes utilisées sont correctes. Comme on l'a vu, vous pouvez procéder de façon itérative. Vous commencez par quelque chose de simple, vous avez le noyau et ensuite vous ajoutez progressivement d'autres colonnes ou d'autres tables avec plus de complexité. Si vous avez besoin d'ajouter des table space, le chatbot ne peut pas le faire tout seul, donc il faudra que vous ajoutiez le table space manuellement. Et comme dans les deux cas précédents, vous êtes limité à 1000 caractères dans la demande. En termes de licence, on est toujours sur le même modèle que précédemment, ce n'est pas une licence, c'est une tarification à la consommation. Vous faites une demande au chatbot qui génère du SQL, vous êtes débité d'un crédit. Tout à fait similaire à ce que l'on a vu précédemment. Donc voilà les trois outils qui font leur apparition dans l'update 11 en environnement MicroStrategy Cloud. L'auto Q&A, le chatbot intégré dans l'interface portfolio pour les utilisateurs métiers. Auto Dashboard, aussi intégré dans l'interface portfolio pour les créateurs de dashboard, les créateurs de dossiers. Et Auto SQL, plutôt destiné aux architectes, plutôt destiné aux personnes qui vont créer des tables logiques, aux personnes qui vont alimenter des data marts et qui se trouvent dans Workstation. Alors on pourrait se demander, avec ces fonctions d'IA, est-ce que c'est bientôt la fin des rapports et des tableaux de bord? Bien, la réponse, c'est probablement pas. Le chatbot IA, il va être utile pour la partie basse de la courbe. Il va être utile pour toutes les questions non récurrentes, les demandes ponctuelles. Toutes les demandes qui sont systématiques, ou lorsqu'on a besoin d'avoir un support visuel pour le partage, la communication, l'échange, vont pouvoir toujours être remplies par les rapports et les tableaux de bord. Donc le chatbot IA, il a plutôt pour vocation d'être utilisé pour les demandes non prévues à l'avance. Essentiellement, ce que va apporter l'IA générative dans les projets de BI, c'est décharger les équipes BI de devoir répondre à ces demandes métiers ponctuelles. Souvent, dans les entreprises, dans les organisations, il y a un backlog important qui est supporté par les équipes IT ou BI, et c'est un backlog qui ne se vide jamais parce que les demandes métiers arrivent constamment, et en plus, il devient vite obsolète. Si on ne répond pas au métier dans les quelques jours, voire les quelques semaines, la demande n'a plus lieu d'être. Et donc, le timing est passé, c'est trop tard. Et donc, ce chatbot, il peut justement compenser cela en donnant l'autonomie nécessaire aux utilisateurs pour toutes les questions one-shot. Une question dont on a besoin aujourd'hui et on n'en aura pas forcément besoin demain. Et le deuxième bénéfice, c'est globalement avoir moins de dispersion, moins de prolifération. Dans beaucoup d'entreprises, on a des centaines ou des milliers de rapports. Parfois, on a plus de rapports que de collaborateurs dans l'entreprise. Certains, la majorité d'ailleurs, n'étant plus utilisés, parce qu'ils ont été construits à un moment donné dans le temps et ils n'ont plus d'utilité aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut imaginer dans les mois, dans les trimestres à venir, c'est qu'on aura moins de rapports, on aura moins de dashboards qui vont être créés et maintenus par les équipes BI, mais qui seront plus alignés avec les priorités stratégiques de l'entreprise. Pour toutes les demandes ponctuelles, non récurrentes, le chatbot peut faire l'affaire. Donc voilà l'ambition de MicroStrategy avec cette entrée de l'IA dans le produit. C'est d'une part de mettre de l'IA dans la BI pour augmenter l'adoption des projets BI, pour augmenter sa productivité, et d'autre part, de l'autre côté, de donner confiance dans l'IA, puisqu'aujourd'hui, si on utilise ChatGPT, on a toujours un problème de confiance sur les résultats, mais là, l'objectif, c'est de donner de la confiance dans la réponse de l'IA grâce aux règles de sécurité qui sont dans les projets BI, les règles de gouvernance et les règles de sécurité. Un dernier mot sur la partie IA. Il existe une autre implémentation de l'IA chez MicroStrategy qui ne fait pas partie du produit, mais que vous pouvez trouver sur notre site microstrategy.com et sur le site Community. C'est l'espèce de petit robot que vous voyez en bas à droite. C'est en fait un chatbot qui est intégré dans ces deux interfaces et qui a été entraîné sur toute la documentation MicroStrategy en différentes langues, sur toutes les tech notes qui ont été publiées. Et l'intérêt, eh bien, c'est de pouvoir lui poser des questions et obtenir la réponse sans devoir faire une recherche standard. Donc là, vous voyez à droite, ma collègue Ludivine, que beaucoup d'entre vous connaissent, a demandé au chatbot comment peut-on insérer un panneau dans un portfolio. Et le chatbot lui a répondu en français, puisque sa question était posée en français.
Pour insérer un panneau, voilà les étapes. Petit 1, ouvrez un portfolio. Petit 2, dans la barre d'outils, cliquez sur Panel Stack, etc. Donc, vous pouvez même utiliser ce chatbot comme point d'entrée principal de vos demandes à MicroStrategy. Le chatbot pourra soit vous produire la réponse en format texte, comme ce que vous avez à droite, soit agrémenter la réponse de liens qui vont ensuite vous amener vers la doc produit ou via une technote. Donc, utilisez-le pour voir ses limitations, pour voir son comportement. Il y a pas mal de choses à en retirer, j'en suis sûr. Voilà pour la partie intelligence artificielle. Donc, c'est le cœur, bien entendu, des nouveautés de l'update 11. Mais la partie BI, comme vous allez voir, n'a pas été oubliée. Il y a au moins autant de nouveautés sur la partie BI en update 11 qu'il y a eu sur les updates précédents. Et la nouveauté la plus emblématique, la plus remarquable, je pense, c'est l'add-in pour PowerPoint, qui était demandé par beaucoup de clients depuis plusieurs années. Si vous connaissez l'add-in Excel, le connecteur Excel, alors je parle bien sûr du nouveau connecteur Excel, celui qui a été lancé en 2019 et qui s'appuie sur le serveur librairie, et non pas sur l'ancien connecteur Excel qui existe depuis une quinzaine d'années et qui n'évolue plus depuis longtemps. Donc si vous connaissez le nouvel add-in Excel, eh bien l'add-in PowerPoint fonctionne de la même façon. Donc là, je suis dans mon interface PowerPoint. Dans mon ruban des icônes en haut, il y a l'add-in MicroStrategy ici en haut à droite qui a été intégré. Le principe est le suivant. Une fois que l'add-in est déployé sur les postes utilisateurs, je clique dessus. Bien entendu, j'ai besoin de me connecter pour que je sois reconnu, pour que ma sécurité soit passée. Donc, je vais me connecter avec mon compte MicroStrategy. Et je vais demander à l'add-in d'aller importer des données. Donc, quand je clique sur le bouton Importer des données, eh bien, j'ai toute ma librairie, tous mes rapports, mes dashboards de ma librairie personnelle qui sont représentés ici. Je peux éventuellement utiliser l'outil de recherche en haut à droite pour faire une recherche sur un indicateur ou un nom ou un attribut. Je vais m'intéresser par exemple à ce portfolio. Et là, je vais simplement aller sélectionner les visuels que je veux récupérer dans mon PowerPoint. Donc, par exemple, celui-ci, le graphique anneau, celui-ci, le graphique à bulle, ici, la tendance graphique à barre. Je peux changer de page aussi, je peux aller sur la page Summary, soit récupérer ce KPI widget, soit si vous avez fait un groupe, si vous avez groupé des visuels ensemble, eh bien, sélectionnez tout le groupe. En un seul clic, vous prenez l'ensemble des visuels et tout ça va être importé progressivement. Voilà, ça arrive le temps de rafraîchissement, il y a un petit temps de rafraîchissement. Chaque visuel est intégré dans le slide, un par un, sous forme d'images, ce sont des images, que vous pouvez bien sûr ensuite repositionner comme vous le souhaitez. Donc là, on va enlever ces zones de texte PowerPoint, et vous pouvez les repositionner, les redimensionner comme vous le souhaitez. Alors, soit à la souris, à la main, comme on le fait ici, soit vous utilisez les fonctions de positionnement automatique que vous propose PowerPoint en cliquant ici, par exemple. Et puis, vous pouvez continuer le travail de construction. Là, je me suis appuyé sur un portfolio, mais je peux tout à fait ajouter de nouveaux visuels provenant d'un autre portfolio. Là, je vais m'appuyer, par exemple, sur celui-ci. Et là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller récupérer sur ma deuxième page, sur la page des campagnes. Je sais que j'ai un diagramme de Sankey qui me permet de voir l'acquisition de mes clients, et c'est ça que j'aimerais récupérer dans mon PowerPoint. Donc, je vais le sélectionner, je l'ajoute. Par défaut, eh bien, il s'importe sur la première page, et je peux demander depuis le gestionnaire de mes visuels eh bien, de le déplacer. Je vais lui demander de le déplacer vers un nouveau slide, une nouvelle plaque. Voilà, le déplacement est effectif et je peux maintenant redéplacer mon diagramme de Sankey pour qu'il occupe toute la page. Et donc, je peux comme ça me créer plusieurs slides avec des graphiques provenant de plusieurs dossiers. Je peux bien sûr demander de rafraîchir eh bien, soit un visuel particulier ou bien, en un seul clic, je peux demander de rafraîchir la totalité des visuels qui ont été intégrés dans le PowerPoint. Donc, ça fonctionne de façon tout à fait similaire à l'add-in Excel qui existe depuis 2019. On déploie sur les postes ce qu'on appelle un manifest file. En fait, c'est un fichier XML qui est produit par Workstation. Et ce manifest file assure la connexion avec le serveur librairie. Donc, tout ça fonctionne derrière avec le serveur librairie. Autre nouveauté qui arrive avec l'update 11 dans librairie,
c'est la possibilité d'accéder à toute la bibliothèque des rapports. Alors, vous le savez, quand on utilise Librairie, l'utilisateur arrive sur ce type d'interface, on lui présente des vignettes qui représentent des dashboards, des rapports, et ces dashboards ont été préalablement soit gérés par un administrateur, c'est l'administrateur qui publie dans les librairies des utilisateurs, soit l'utilisateur lui-même a été chercher depuis l'interface web le rapport qu'il souhaite mettre dans sa librairie. C'est donc un mécanisme qui est un petit peu lourd si un utilisateur souhaite à un moment donné aller chercher un rapport qui n'est pas dedans. Et ça, c'est l'objectif de cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Content Discovery en anglais, l'explorateur en français. Quand je clique sur Content Discovery, eh bien, je peux ici, dans la partie haute, aller chercher mon projet et je peux ensuite aller naviguer dans la bibliothèque des rapports partagés ou des rapports personnels et je peux directement ouvrir un rapport, un dashboard depuis cette bibliothèque et peut-être l'ajouter à ma librairie pour que le rapport soit ajouté ici avec les autres. Donc très pratique pour permettre à un utilisateur, bien entendu s'il en a les droits, d'aller chercher du contenu à l'extérieur de ce qui avait été prévu a priori. Tout ça se paramètre depuis Workstation. Quand vous allez dans la partie Applications à gauche, vous ouvrez la zone des composants et vous avez un nouveau composant qui apparaît dans la liste qui est le Content Discovery, que vous pouvez donc activer ou désactiver. C'est un paramètre donc, au niveau de l'application, ce qui fait que vous pouvez avoir plusieurs applications, certaines avec le Content Discovery activé et d'autres sans le Content Discovery activé si nécessaire. Cet explorateur, donc le fait de pouvoir aller chercher des rapports dans les rapports partagés et les rapports personnels est aussi disponible quand vous utilisez l'add-in pour Excel et l'add-in pour PowerPoint que l'on vient de voir à l'instant. Étant donné que c'est un paramètre qui se définit au niveau de l'application, l'application elle est utilisable en web, sur mobile, via l'add-in Excel et via l'add-in PowerPoint. Donc les mêmes paramètres s'appliquent sur toutes les interfaces. Autre nouveauté de librairie, une autre façon de représenter les vignettes. Traditionnellement, librairie, c'est ça. Donc, on a des vignettes personnalisables qui représentent nos dashboards, nos portfolios. On a cette notion de groupe, hein, on peut subdiviser le contenu en répertoire. Et il existe maintenant en Update 11 la vue liste, où vous pouvez permuter dans une autre visualisation, un petit peu comme dans l'explorateur Windows. Assez utile lorsque vous avez un grand nombre d'objets. Vous pouvez cliquer sur les en-têtes de colonnes pour trier par date de mise à jour, trier par propriétaire, trier par nom. Vous pouvez même bouger les colonnes entre elles, là, vous pouvez les glisser. Vous pouvez aussi ajouter des colonnes supplémentaires, par exemple, ajout de la date de dernière visualisation, ajout de la date d'ajout du rapport dans la librairie, ou même le projet. Ça, c'est quelque chose qui manquait dans les updates précédents. Vous pouvez maintenant afficher le projet auquel appartient tel ou tel dashboard. Et donc, chaque utilisateur peut personnaliser sa vue liste de librairie, ou bien, à n'importe quel moment, bien sûr, rebasculer sur l'interface en tuile. Et puis là, vous avez les raccourcis directement disponibles. Vous pouvez directement éditer, partager, exporter en PDF, s'abonner à un dossier. C'est les mêmes raccourcis qui sont disponibles dans la vue par défaut, qui est la vue tuile. Donc cette capacité à commuter entre les deux vues, eh bien, vous le retrouvez, là encore, au travers de Workstation, dans le paramétrage de l'application. Vous ouvrez la zone application. Dans la partie layout, vous trouvez ces deux options, vue tuile et vue liste. Vous pouvez cocher les deux ou l'une d'entre elles seulement et préciser une vue par défaut. Donc, si la vue liste vous semble la plus pertinente, la plus favorable pour les utilisateurs, peut-être parce qu'il y a un grand nombre de rapports à afficher, eh bien peut-être qu'il est préférable d'activer la vue liste par défaut. Autre nouveauté en Update 11 sur les portfolios, alors celle-là, elle va être très appréciée, je pense, c'est la capacité de copier-coller le format. C'est très simple à comprendre. Vous êtes en train de créer un dossier. Vous voulez une cohérence visuelle, une cohérence graphique sur les différentes pages de votre dossier. Vous avez passé un petit peu de temps à faire la mise en forme d'une grille, par exemple ici, avec les bordures, avec les en-têtes. Eh bien, vous copiez le format, copy formatting, et vous allez tout simplement coller le format sur une autre grille. Donc, vous allez gagner énormément de temps sur la mise en forme. Ça marche sur tout type d'objet, à partir bien sûr où ce sont des objets équivalents, donc grille vers grille, graphique à barre vers graphique à barre. Ici, on copie le format d'un KPI widget
et on va copier le format sur un autre KPI widget. Donc, gros gain de temps en perspective par l'application immédiate de ces critères de formatage. Donc, ça fonctionne sur tous les composants d'un portfolio. Ça fonctionne sur les graphiques, ça fonctionne sur les grilles, ça fonctionne sur les zones de texte, ça fonctionne sur les images, si vous avez fait du formatage sur les images, et ça fonctionne aussi sur les panneaux. Donc, ça fonctionne sur tous les composants qui sont supportés dans un portfolio. Autre nouveauté encore, toujours sur la partie mise en forme, le visuel KPI qui est très utilisé dans les projets, parce que lorsque je regarde les implémentations qui sont faites de notre outil chez certains de nos clients, je vois que ce visuel KPI est très utilisé. Et donc, l'Update 11 apporte de nouvelles capacités de formatage, et notamment le contrôle de la coloration selon soit la valeur de la mesure, soit le rang de la mesure, ou le sens de variation de la tendance. Et la coloration, vous allez pouvoir l'appliquer sur le texte, c'est-à-dire sur le nom de la mesure, sur la valeur principale ici, sur la valeur précédente, la valeur de l'année précédente, du mois précédent, du trimestre précédent, sur la ligne de tendance ou sur le fond. Donc on a quelque chose d'assez précis maintenant dans le formatage de ces visuels KPI. Donc voyons ici un exemple. J'ai mon visuel KPI dans la partie gauche et dans la barre de format, je vais ajouter un nouveau seuil qui peut être paramétré, comme vous le voyez, sur la valeur, sur le rang ou sur la tendance positive ou négative de la tendance. Donc là, je vais choisir une coloration selon la tendance et je vais lui dire si la tendance est positive, alors, et là vous choisissez la zone du KPI widget qui va être modifiée, qui va être colorée, eh bien je souhaite colorer la trend shape, c'est-à-dire la ligne de tendance, eh bien par exemple en rose, puisque c'est la thématique de couleur de mon dashboard. Je vais copier le seuil et je vais lui dire que cette fois, si la tendance est négative, eh bien ma ligne de tendance va être colorée en vert. Et c'est bien le cas ici, puisque j'ai une tendance qui diminue au fur et à mesure du temps. Donc, beaucoup plus de contrôle sur l'affichage, sur le rendu du KPI widget, essentiellement pour alerter visuellement l'utilisateur lorsque quelque chose est remarquable d'un point de vue business. Autre nouveauté encore, le paramétrage du format d'export PDF par défaut. Alors nous, en France, on a du A4, on a du A3. Les Américains, ils ont un autre format qu'on appelle le format Letter. Et par défaut, c'était le format Letter qui était automatiquement proposé lorsqu'on faisait un export PDF. Donc nous, Français, nous, Européens, ça nous gênait un petit peu. Eh bien, ce n'est plus le cas maintenant. Quand vous paramétrez votre portfolio, quand vous allez dans les propriétés du portfolio, vous avez une nouvelle section exportée au format PDF qui apparaît, où pour ce portfolio précis, vous pouvez lui préciser le format du papier. Donc par exemple, vous lui spécifiez un format A4 avec une orientation en paysage. Et donc lorsque l'utilisateur exportera en PDF, sans avoir à modifier le paramétrage directement, c'est ce format qui sera utilisé. Si vous avez quelque chose de très large qui nécessite un format A3, vous pouvez paramétrer un format A3 par défaut pour ce portfolio-là. Donc, petit gain de temps pour les utilisateurs européens en particulier. Autre nouveauté encore au niveau des portfolios, le fait de pouvoir lier des portfolios situés sur différents projets. Alors, jusqu'à présent, vous savez sans doute qu'on pouvait lier entre eux des portfolios situés dans le même projet. Avec l'Update 11, vous pouvez par exemple ajouter un texte ou ajouter une image, demander de créer un lien, et dans le lien, vous allez chercher, ça c'est ce que vous avez maintenant à partir de l'Update 11, vous allez chercher un autre portfolio situé sur un autre projet. Donc c'est assez pratique puisque ça casse le côté silo du projet. Il y a quand même une limitation à cet usage, c'est que vous ne pouvez pas passer de contexte entre les deux portfolios, étant donné qu'on est sur peut-être des couches sémantiques différentes avec des logiques de filtres différents. Il n'y a pas de passage de contexte possible, ni de réponse à un vide possible. Mais ça permet quand même d'avoir un cockpit situé dans le projet A qui fait appel à des portfolios situés dans des projets B, C, D. Donc une petite facilité d'interface qui vient s'ajouter en Update 11. Librairie, en termes de personnalisation de l'interface, s'enrichit aussi d'une nouvelle fonctionnalité dans Workstation où l'administrateur va pouvoir choisir une thématique de couleur et choisir
l'icône qui va être représentée sur librairie, que ce soit en web ou en mobile. Donc ça se définit là encore avec Workstation, on est toujours au niveau de l'application, et voilà le fonctionnement général. Vous allez dans la partie apparence de votre application et vous rentrez dans l'éditeur d'apparence. Vous allez pouvoir choisir la représentation de l'icône pour librairie web, pour l'icône qui apparaîtra dans les favoris, si les utilisateurs ajoutent la page dans leurs favoris, et pour l'icône de librairie mobile. Donc là, on a mis un espèce de chevron, c'est pas Citroën, mais presque. Et en plus de choisir l'icône qui apparaîtra en haut à gauche, vous pouvez choisir la thématique de couleur. On choisit par exemple une thématique rouge, ou bien si vous souhaitez quelque chose de plus précis, vous cochez couleur custom, et pour chaque partie de l'interface, vous allez pouvoir définir la couleur qui vous intéresse. Là, par exemple, c'est la couleur de fond du panneau, et je vais choisir une couleur gris clair. Et donc, vous avez dans le rendu, vous avez à droite le rendu de ce qui vous sera proposé en fonction de ce que vous avez sélectionné. Sur la partie web ici, donc pour l'interface librairie, pour l'interface dossier, pour la partie des notifications, et ici, le rendu sur mobile. Vous appliquez, et donc la charte graphique, les couleurs, le choix de l'icône vont être appliqués sur les deux interfaces. Donc ça fonctionne en web, ça fonctionne aussi en mobile. On a choisi une thématique rouge, donc l'interface librairie apparaît en rouge sur mobile aussi. Les critères de filtre apparaissent en rouge aussi. Lorsque j'ouvre un portfolio dans mon appli librairie, dans mon appli mobile, il apparaît en rouge aussi, et vous reconnaissez l'icône avec le chevron en haut à gauche. Donc sans avoir à coder, sans avoir à faire autre chose que cliquer sur quelques boutons de couleur et le lien qui permet de se diriger vers l'icône, vous pouvez personnaliser votre appli mobile et votre appli web. Dernière nouveauté sur la partie BI de l'Update 11, c'est qu'il est possible maintenant de gérer les clés de licence dans Workstation. Donc là, on prépare la fin de vie du License Manager. D'ailleurs, la fin de vie est presque actée du fait que maintenant, toutes les opérations que vous pouviez faire avec le License Manager précédemment sont disponibles dans Workstation. Vous pouvez vérifier l'usage des licences et de la conformité. Si une nouvelle clé vous est livrée, vous pouvez l'enregistrer dans Workstation, et vous pouvez aussi activer et désactiver les clés depuis Workstation. Donc là, ici, vous avez par exemple une capture d'écran où on visualise par module le nombre de licences qui sont dans la clé. Donc par exemple, ici, j'ai 100 licences serveurs et porteurs. Il y en a 75 qui sont utilisées, donc je suis en conformité avec le nombre de licences acquises. Pour l'ajout d'une nouvelle clé, vous cliquez sur le bouton plus, vous sélectionnez votre environnement et vous collez la clé qui vous a été livrée. Donc, même opération que ce qu'on pouvait faire précédemment dans le License Manager. Ici, vous avez un aperçu de la date d'expiration de la clé, si elle a lieu, plus dans la partie basse, la composition de la clé, le nombre de licences pour chacun des modules qui font partie du contrat. Et vous pouvez aussi, une fois après avoir enregistré la clé, vous pouvez aussi demander d'activer la clé de licence depuis l'interface. Si vous ne pouvez pas l'activer directement, vous avez la possibilité de le faire dans une seconde étape en cliquant sur le tab Node. Vous pouvez demander d'activer votre clé à partir du moment où vous avez récupéré le code d'activation depuis le site de licensing. Vous choisissez votre serveur, vous collez le code d'activation et c'est fini. Cette nouvelle interface de gestion des licences vous permet aussi de visualiser l'historique des installations, l'historique de l'activité sur les clés de licence. Donc, serveur par serveur, avec à chaque fois un timestamp, une date. Vous avez la clé qui a été utilisée. Est-ce que c'est une première installation? Est-ce que c'est une upgrade? Est-ce que c'est une activation? Et vous avez donc l'historique qui est affiché dans la partie History de l'onglet licence. Donc, vous l'avez vu, beaucoup de nouveautés sur la partie intelligence artificielle et aussi beaucoup de nouveautés sur la partie BI.
le nouvel add-in pour PowerPoint, la possibilité pour un utilisateur d'accéder aux rapports partagés et à mes rapports depuis librairie, la commutation entre la vue tuile et la vue lisse depuis librairie, la nouvelle fonction copier-coller pour pouvoir appliquer en un seul clic le formatage qui a été défini sur un graphique et ne pas avoir à refaire le formatage depuis le début. Le fait de pouvoir paramétrer par défaut les options d'export PDF, par exemple être toujours en A4 en format paysage, la mise en forme avancée du visuel KPI pour pouvoir colorer le fond ou colorer la ligne de tendance en fonction de la valeur ou en fonction du côté négatif ou positif de la tendance. Le fait de pouvoir lier entre eux des portfolios situés sur différents projets. La personnalisation du look de librairie, que ce soit sur web ou sur mobile, en choisissant le thème de couleur ou en choisissant l'icône qui sera affichée en haut à gauche. Et enfin, la gestion des clés de licence dans Workstation qui prévoit la fin de vie du License Manager. Donc, beaucoup de nouveautés aussi sur la partie BI. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous voulez retrouver la liste des nouveautés au-delà de ce Tech Series, vous avez toujours deux grandes façons de le faire. Vous accédez à l'environnement de démonstration demo.microstrategy.com et vous allez retrouver un portfolio qui s'appelle Library of What's New, qui récapitule pour chaque update les nouveautés. Donc l'update 11 étant particulièrement riche en nouveautés, il a été scindé en deux pages. Vous avez l'update 11 pour la partie IA, vous avez l'update 11 pour la partie BI dans ce portfolio. Consultez-le parce qu'il est très bien fait, il y a pas mal de temps qui sont passés par nos équipes pour les développer. C'est fait c'est fait sous un mode facile à lire avec des illustrations graphiques. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus liste, vous pouvez tout simplement faire une recherche par moteur de recherche, vous tapez MicroStrategy What's New et vous obtenez une page qui, update par update, vous récapitule de façon très détaillée l'exhaustivité des nouveautés qui sont apportées sur toutes les parties du produit. Sur librairie, sur workstation, sur mobile, sur les hypercades, sur dossier. Vous retrouvez tout dans cette page What's New in MicroStrategy One. Et enfin, tous les Tech Series sont aussi disponibles en ligne. Vous pouvez, dans un moteur de recherche, taper MicroStrategy Tech Series et vous retrouverez en mode replay toutes nos vidéos. J'en ai terminé. J'espère que vous êtes satisfait du contenu de cette update 11, un des updates certainement les plus riches depuis pas mal d'années chez MicroStrategy. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt pour un prochain Tech Series. Bonne fin de journée.